Buonasera, benvenuti. Bonsoir et bienvenue. Merci pour être ici et merci à ceux qui nous suivent de chez eux. On donne le bienvenu aux invités que je vais vous présenter. De Los Angeles, on a Père Greg Doyle, fondateur de Homeboy Industries. De l'Ukraine, de Kharkov, on a Anastasia Zolotov, directrice de ONG Emmaüs. Et Maria Chiara Gadda, députée de Italia Viva au Parlement italien. Simona Carobene, directrice de FDP à Bucarest, en Roumanie. Quand on parle de pauvreté, de solidarité, d'amitié, de charité, au fond, on parle d'un besoin. Ce n'est jamais rassurant et facile de regarder les besoins, surtout aujourd'hui, qu'on a des besoins qui sont de plus en plus grands et complexes. Et donc, on voudrait profiter de cette heure de dialogue pour demander à nos invités, à ceux qui, comme nos invités, ont créé des associations ou des œuvres et qui s'est engagé avec les besoins et de demander mais pourquoi ça vaut la peine de s'engager et de faire face aux besoins et pourquoi. On voudrait que nos invités puissent nous raconter ce qu'ils ont découvert, qu'ils sont en train de découvrir encore aujourd'hui. Donc je demande à Père Boyle, jésuite. Il a été aussi frère, père au Mexique, dans une prison. Il a travaillé en Bolivie et dans sa mission comme père à Los Angeles. Il a aussi créé la Homeboy Industries, un programme qui permet de intervenir sur les gangs les plus grandes du monde. Ils accueillent 8000 personnes par an à travers la formation et le travail. Ils redécouvrent leur vie, comme il va nous raconter. Et son travail, le travail des personnes qui sont avec lui, a devenu un modèle pour 350 associations dans le monde. Donc, je voudrais vous demander, Père Greg, qu'est-ce que vous avez découvert pendant ces dernières années pour vous-même et en accompagnant les gens, les personnes qui vous rencontrez et en faisant ce parcours. Merci beaucoup, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous. Et Homeboy Industries a été créé il y a 30 ans quand j'étais prêtre dans une paroisse à Los Angeles
qui s'appelait l'église de la Mission de Dolores. Et elle s'est trouvée entre deux projets d'église publique. Elle avait vraiment le plus grand ensemble de gangs qui se battaient l'une contre l'autre. Et en 1988, j'ai vu la première personne qui a été tuée par d'autres personnes. Et aujourd'hui, après 30 ans, j'ai vu tuer 265 personnes. On a donc essayé de créer une association pour trouver des gens qui puissent donner du travail à ces gens-là. Mais on ne trouvait pas des hommes qui pouvaient donner du travail. Et donc, on a créé cette association. Donc, on a commencé ce programme qui est devenu vraiment un modèle. On a vu après qu'on avait vraiment besoin non seulement de donner du travail, mais on avait besoin de soigner les personnes, les gens. On avait besoin de soigner ces personnes qui étaient traumatisées, qui étaient aussi, surtout les membres de ces gangs, qui étaient malades non seulement du point de vue physique. On a donc créé une communauté où les gens se sont liés l'une avec les autres. Avant, je parlais d'une amitié sociale. Nous, on utilise une relation de parents. C'est-à-dire que nous, on ne va pas sauver la vie des personnes. Mais ici, dans Homeboy Industries, on a créé un lieu où les gens peuvent vivre en sécurité. Et après, elles puissent commencer à travailler, surtout à travailler sur elles-mêmes pour soigner les blessures. Elles peuvent faire face à leur à leur honte. On est proche des pauvres, des marginés, de ceux qui ont perdu un peu leur identité, leur dignité. On est proche à ceux qui ne peuvent pas supporter la douleur, à ceux qui ont été détestés, aux émarginés. Et de cette manière, on essaie de aider à les aimer plus. On est proche de ceux qui sont rejetés pour essayer de les permettre de rentrer à nouveau dans la société. On a 120 000 membres des gangs à l'intérieur de la comté de Los Angeles, plus de 200 gangs. Ils arrivent chez nous et chacun d'entre eux se cache derrière un mur de honte. Et la seule chose qui peut surpasser ce mur est la tendresse et la douceur. Donc, comme les bouddhistes disent, il faut vraiment, tu dois toujours te rappeler qui es. Donc, nous, on essaye de le rappeler à ces gens qui elles sont vraiment. On essaye de leur montrer leur vraie identité. On essaye de leur dire, tu es la même, exactement ce que Dieu voulait que tu étais. Chaque membre de la gang entre chez nous, entre dans notre association, avec un détachement total de leur vie. Leur mère était souvent des femmes terribles, horribles, des femmes qui ne les aimaient pas. Hein. Donc, on voit qu'on ne peut pas soigner les gens si tu à ta première place et tu n'as pas été aimé. Ces gens restent avec nous pendant 1 an et demi. C'est le minimum du temps pendant lequel une personne peut vraiment s'attacher à l'autre. C'est le minimum pour une mère, pour tomber amoureuse d'un fils, par exemple. Donc, on essaie de les soigner, ces gens. Et après, le monde leur offre des défis. Mais ces personnes-là ont appris comment faire face à ces problèmes. Donc, quand on donne de l'éducation à un prisonnier, il peut sortir de la prison, il peut même rentrer de la prison. Mais ici, un membre qui entre chez nous, en fait, il ne rentre jamais, car il s'est transformé. Donc, si on ne se transforme pas, si on ne transforme pas sa propre douleur, on ne peut pas
entrer en relation avec les autres. Tu ne dois pas dépasser les limites pour avoir une préférence. Tu dois dépasser les limites pour te transformer. C'est l'amitié sociale. De cette manière, on a une connexion. On crée un nous, non pas un je. Voilà l'objectif de Homeboy Industries. Plusieurs personnes arrivent chez nous chaque année. On a une boulangerie, on a des restaurants, on a le recyclage de produits électroniques, on a des laboratoires. On a des laboratoires où ils apprennent à faire un travail. Mais en fait, ce sont eux qui font un travail. Et de cette manière, ils peuvent se soigner. Et de cette manière, ils peuvent se reprendre, recommencer, ils peuvent se sentir mieux. On peut dire que chez nous, ils trouvent une sorte de sanctuaire. Et à leur fois, ils peuvent devenir sanctuaire pour quelqu'un d'autre. Et après, ils peuvent retourner à la maison pour rencontrer leur enfant. Ils peuvent présenter ce sanctuaire à leur enfant. Et tout d'un coup, il y a un cycle qui se coupe. En 1982, on a eu 1000 meurtres liés à Los Angeles. Et à partir de ce moment, ce chiffre a été vraiment c'est diminué de la moitié, a diminué. Et cela surtout grâce à Homeboy Industries, une association où les personnes peuvent retrouver de l'espoir. Donc, en étant en société de cette manière, en étant en société, il faut essayer de donner de l'espoir à ceux qui ont perdu l'espoir. Il faut aider les gens qui ont été traumatisés, les gens qui sont malades, qui sont même du point de vue de l'esprit. Il faut essayer de soigner et qui ont des problèmes de santé mentale. Et nous, on essaie d'être proche des gens qui sont plus marginalisés, qui ont été le plus traumatisés parce qu'on essaie de les soigner. On veut les soigner. Et nous, parfois, on est accusé de perdre du temps. Mais le prophète Jérémie disait toujours qu'il y aura toujours la voix de ceux qui ont besoin d'être soignés. Et donc, il y aura toujours la voix des saints. Donc, je vous félicite car vous faites de manière que la voix de tout le monde puisse être écoutée. Donc, je vous remercie. Merci, Père Boyle. Je veux demander à Anastasia Zolotova et frère Greg parlait du lien parental. Et Zolotov est directrice d'une ONG qui s'appelle Emmaus à Kharkov, en Ukraine. C'est une ONG qui essaye de partager un espace de valorisation et d'accueil des enfants qui ont été abandonnés. La chose qui me frappe le plus, c'est qu'ils ne se définissent pas comme une œuvre, mais une compagnie d'amis et qui accompagnent les autres à la recherche de leur vocation. Bonjour à tout le monde et merci aux responsables du meeting pour cette invitation. Et je me trouve honorée d'avoir l'opportunité de parler avec les autres orateurs. Je voudrais reprendre ce qu'Alessandra a dit en disant que nous, on se considère vraiment un groupe d'amis qui accompagnent des enfants orphelins et des handicapés de la recherche de leur propre chemin. Et nous les accompagnons, des jeunes qui ont été abandonnés et trahis plusieurs fois et qui sont donc complètement perdus.
Nous disons toujours qu'on a déjà reçu beaucoup des amis qui sont plus grands et forts, comme par exemple des amis de la Fondation AFSI ou de la coopérative de l'Imprevisto, de l'école La Traccia, de la coopérative Nazareno, de Cometa, et que nous voudrions donc donner tellement. Nous voudrions donner toujours plus à nos enfants et au monde. Je voudrais faire quelques brèves remarques sur le contexte dans lequel nous nous trouvons, donc sur l'Ukraine. L'Ukraine est un État au passé soviétique et la mentalité est encore fortement conditionnée. La dignité de la personne n'est pas une valeur absolue et cela concerne en particulier les personnes vulnérables. À l'époque, les personnes handicapées devaient être invisibles dans notre pays n'est pas si longtemps, car on pensait qu'elles ne devaient pas exister du tout. À tel point que dans la maternité, on suggérait aux parents, avec insistance et violence, d'abandonner l'enfant handicapé, ce qui malheureusement arrive encore. Donc le corps de notre travail est lié à quelque chose de profond, que je définirais comme un sentiment radical d'abandon. Et pour expliquer ce que c'est, je commencerai par une citation de Mère Thérèse, qui ayant dû faire face à la pauvreté, elle est cœur de la pauvreté par rapport à la condition humaine. Je cite, « La pire des misères, n'est pas la faim ou la peur, mais les sentiments d'être indésirable, d'être rejeté, abandonné par tous. » Qui sont les enfants que nous rencontrons? Ils sont des orphelins qui viennent de sortir de leurs orphelinats. Donc les derniers, les marginaux, ceux dont l'État, après l'âge de 18 ans, ne veut plus s'occuper. Et tous nos enfants ont une grande blessure, celle de l'abandon et de la trahison. Une blessure qui est difficile à guérir, même tout au long de la vie. Donc beaucoup d'entre eux se sont entendus dire que leur naissance était une erreur, qu'ils n'auraient pas dû naître. Et pendant qu'ils grandissaient, ils se sont entendus dire qu'ils étaient inutiles. Et donc, ils pouvaient faire la fin de leurs parents, être alcoolisés, par exemple. Donc, on se pose toujours la question, comment personne peut-elle vivre quand on la regarde comme ça? Parce que la conséquence est que ce sont les enfants qui ne font pas confiance aux adultes, qui ne croient pas au monde et qu'il existe une possibilité du bien pour eux. Ils disent qu'ils ne peuvent pas faire confiance qu'eux-mêmes, mais ce n'est pas vrai non plus. Bien souvent parce qu'ils ne croient même pas en eux-mêmes. Et donc nous, les adultes d'Emmaüs, nous sommes avec eux parce que nous savons que ces jours sont un cadeau pour nous et pour le monde entier. Nous croyons, nous sommes heureux qu'ils sont là et nous croyons qu'ils vont réussir. Nous travaillons pour détruire l'image diminuée et erronée qu'ils ont d'eux-mêmes. Et on essaye de trouver toutes les manières pour les aider à croire qu'ils peuvent se battre pour leur propre bonheur. Ils peuvent le faire ensemble avec nous. Et souvent, cette chose est faite par leurs parents. Quand ils disent plusieurs fois à leurs enfants qu'ils les aiment et qu'ils réussissent. C'est donc nous, maintenant, que le faisons pour nos enfants. Et comme vous voyez même dans la vidéo, ce sont des enfants physiquement grands, mais à l'intérieur, ils sont des enfants qui ont besoin de découvrir leur parentalité. Qu'il y a un père, qu'il y a une mère, qu'il y a quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui t'a toujours voulu. Et que le fait que tu existes est le fruit d'un amour. Je voudrais vous raconter deux brèves histoires de nos jeunes qui témoignent la source de leur courage de dire « je », le titre du meeting de cette année. Ces deux jeunes nous ont été donnés par Dieu à travers une rencontre inattendue qui a eu lieu avec une association italienne appelée Bambini dell'Est. Il s'agit d'une association de familles qui accueille des enfants et des adolescents des orphelinats ukrainiens pendant les vacances d'été.
et qui continue ensuite à les accompagner à distance. Et dans la plupart des fois, ces enfants deviennent les vrais enfants. En 2018, ayant déjà une histoire de collaboration avec eux, on a été contacté avec beaucoup d'insistance par certaines d'entre elles, de cette famille, qui nous ont demandé de nous occuper de beaucoup de ces enfants ukrainiens, qui étaient restés dans cette société. Et à partir de ce moment-là, ces enfants sont devenus nos enfants. La première histoire est l'histoire de Edik. Edik est un très beau garçon qui a vécu dans un orphelinat depuis son enfance et a participé à ces programmes Enfants de l'Est, et il a ses parents italiens. Lorsque nous l'avons rencontré et qu'il a commencé à vivre dans l'une de nos maisons, et il a commencé à entrer lentement en relation avec nous. Et nous avons réalisé qu'il avait vraiment une profonde peur d'entrer en relation avec la réalité et de s'engager dans quoi que ce soit. Et on a été aidés par le régime de la quarantaine dans cette histoire. Pour maintenir le régime de la quarantaine, nous avons loué une grande maison en dehors de la ville où on s'est réfugié avec les garçons qui vivaient avec nous. Et Edik a commencé à nous faire confiance et nous dire ce qu'il voulait faire dans sa vie. Et dans le dialogue avec lui, on a eu l'occasion de lui permettre de se mettre en jeu et de faire une collecte alimentaire. C'était un geste qu'on voulait faire depuis longtemps, mais qu'on n'avait pas eu l'énergie de réaliser. Et si on l'a fait, c'était juste grâce à Edik, parce qu'on l'a fait pour lui. Et on l'a fait pour le fait qu'il est là. Et vous pouvez imaginer qu'à cette loi, Edik ne savait rien faire. Donc, on a dû l'accompagner pendant 6 mois dans chaque action. À commencer par les plus basiques, comme se lever du lit et arriver au bureau, jusqu'à apprendre à écrire des textes et même présenter le projet devant le partenaire et coordonner l'inventaire. Nous avons tout mis en jeu. Une façon de sentir a dit qu'il était responsable et que nous croyions infiniment à lui. Après un mois, Edik a décidé de commencer à préparer les examens pour entrer à l'université. Il a réussi. Et donc, il va commencer à septembre. Vous pouvez maintenant regarder la vidéo qui présente l'histoire de Edik. On regarde maintenant une vidéo dans laquelle on voit la collecte alimentaire.
Voilà, je vais raconter une autre histoire, l'histoire de Pacha. Une histoire exceptionnelle, comme celle de Edic, qui a une valeur pour nous universelle. Il y a 2 ans, notre famille italienne nous a contactés en disant que leur fils ukrainien était en prison et nous a demandé de l'aide. Donc, depuis il y a 2 ans, pour les premiers 6 mois, on ne s'est pas vu. Notre avocat le suivait. Et nous pouvions juste délivrer de temps en temps un colis contenant de la nourriture et des cigarettes à la prison. Puis nous avons reçu notre cadeau de Noël. Nous nous sommes présentés au procès et nous sommes présentés comme ONG. Et le juge a décidé de libérer Pache en l'assignant à la résidence. Et il nous a confiés. Donc nous sommes sortis avec un nouveau fils. Je ne veux pas vous raconter la suite de l'histoire parce que je préfère laisser la place au mot de Pache. Il dit « J'ai 24 ans. J'ai grandi dans un orphelinat parce que mes parents buvaient et se droguaient. J'ai 2 sœurs et 2 frères, 2 demi-sœurs et 2 demi-frères, plus jeunes du côté de la mère. J'ai aussi participé au programme et j'ai commencé à aller en Italie avec ma famille. Et j'ai donc rencontré Stefano et Bruna, qui sont devenus mes vrais parents. Je suis allée pendant 6 ans vivre avec eux. Et quand je suis sortie de l'orphelinat, je me suis mise avec une fille, Lida, qui attendait déjà une petite fille, pas de moi. Quand la fille est née, son père naturel était déjà mort. Il s'est pendu et je suis maintenant son père à toute fin. Puis Lida et moi, on a eu encore 2 enfants, Masha et Atem. Durant ces années, j'ai essayé de travailler pour aider ma famille et j'ai cessé d'aller en Italie parce que je n'avais pas d'argent et j'avais honte de dire la vérité à mes parents. Maintenant, je comprends qu'on ne peut pas vivre et tout faire toute seule. Avant, je ne le comprenais pas. Et quand la situation est devenue difficile parce qu'il n'y avait pas de travail et pas d'argent, au lieu de demander de l'aide, j'ai commencé à voler. Et à la fin, ils m'ont attrapée et mise en prison. La prison, ici, est un endroit où les gens boivent, se droguent, où il est impossible de dormir, où la nourriture est terrible et il y a plein d'insectes. Et il y a continuellement des suicides. Et Dieu merci, un jour, Lida a pensé de contacter mes parents italiens. Ils ont trouvé Elena et les amis d'Emmaüs. Après quelques jours, j'avais un avocat, des couvertures, de la nourriture et des cigarettes. Je ne savais pas vraiment qui ils étaient. Mais je savais qu'ils étaient des amis de mes parents. Et un jour, je suis allée au tribunal et que j'étais allée au tribunal un jour et qu'ils étaient là. Ce jour-là, un miracle s'est produit. Ils ont dit quelque chose au juge, il m'a laissé sortir de la prison. Depuis, je vis avec mes amis d'Emmaüs. Un an et demi s'est écoulé et j'ai compris beaucoup de choses. J'ai commencé à travailler dans une usine qui construit des machines agricoles. Je travaille dur, je gagne, je mets d'argent du côté parce que je veux reconstruire ma vie et m'occuper de mes enfants qui sont pour l'instant dans un orphelinat. Mais je vais les voir tous les samedis. Je voudrais faire connaître mes enfants à ma famille italienne. J'ai encore beaucoup de craintes. J'ai surtout peur qu'on me renvoie en prison car le procès est encore ouvert. J'ai peur de perdre tout encore et de perdre les personnes qui me sont chères et de ne plus pouvoir les revoir. Mais la chose la plus importante est que maintenant j'ai une certitude. J'ai des amis qui m'aiment et qui restent avec moi, qui m'aident. J'ai une famille qui m'aime. J'ai appris que dans la vie, l'homme fort n'est pas celui qui fait tout toute seule, mais celui qui a des amis dans lesquels il peut avoir confiance. Donc Pacha toute seule est arrivée à atteindre un point qui a de la valeur pour tout le monde. C'est-à-dire que pour dire nous avons besoin du toi, du tu. Nous avons toujours besoin de quelqu'un d'autre. Merci. Grazie tantissimo. Passiamo subito in... Merci beaucoup. On passe en Roumanie
avec Simona Carobene, directrice de FDP, protagoniste de l'éducation, une association qui existe depuis 50 ans. Elle est italienne, mais elle habite depuis longtemps à Bucarest. Son association est occupée surtout, elle s'occupe surtout de l'enfance des abandonnés. Et donc, on reprend les concepts dont on parlait. Il n'a pas les moi, le vous, mais on a juste le nous. Donc, comment ce nous permet de construire votre personne? Bonsoir à tous, je remercie tout le monde, en particulier les organisateurs du meeting. Parce que même cette question se reflète sur la pauvreté et ça a été une occasion même pour moi. Je me suis demandé, après presque 20 ans de présence en Roumanie, l'expérience où j'ai appris le plus, ces 25 ans d'histoire en Roumanie ont été des histoires de visages, de rencontres. J'en ai choisi que quelques-unes. La première est l'image de quelques décharges. Et il y a une famille, il y a des familles dans cette famille qui vivent sur cette décharge. Et on essaye d'aider les enfants de ces familles comme on peut. On essaie de les amener à la maison, de les aider les mamans. C'est une tentative ironique, mais petit à petit, on a essayé de devenir leurs amis. Une mère, en un point, elle nous a dit que l'un des problèmes les plus grands, c'était le manque d'électricité. Et on s'est demandé comment peut-on amener l'électricité là-bas, dans cette décharge. On a idée un projet, on a construit des panneaux solaires pour amener l'électricité dans leur patarate, dans leur décharge. C'est un projet assez particulier parce que je ne sais pas si cela vous est arrivé de voir des panneaux solaires dans des zones pauvres. On comprend qu'on parle des personnes vulnérables, c'est clair. Et on imagine que dans ces maisons, il y a des paraboles pour regarder la télévision. Voilà, on pense dans leur maison, peut-être il n'y a rien, mais au moins ils ont un portable, la parabole. Imaginez voir 27 panneaux photovoltaïques dans une décharge. Qu'est-ce qu'on dirait, nous? Que disons-nous maintenant que nous les voyons? C'est absurde parce que dans ces décharges abritent de nombreux sangliers et des souris. Les rats mangent les ordures et eux, ils dorment dans des couvertures et dans des matelas roulés, les familles. Et quand cette mère nous a raconté cette chose, on a décidé de faire ce projet. Et c'est un projet un peu absurde pour le reste du monde, mais ce projet nous a aidé beaucoup parce que on ne peut pas parler de manière abstraite pour les pauvres. Les pauvres se rencontrent. Il y a l'un des principes de la vie sociale énoncé dans Evangelii Gaudium est d'une simplicité désarmante parce que elle dit la réalité est plus importante que l'idée. Je ne peux pas parler d'un pauvre si je ne le rencontre pas. Le pape François, dans l'une des journées pour les pauvres, la troisième, a affirmé une chose pour moi très forte, qui est un jugement vraiment impressionnante sur notre manière de regarder les pauvres. Il disait qu'ils étaient souvent jugés comme des parasites de la société. Les pauvres ne se voient même pas pardonner leur pauvreté. C'est impressionnant. Merci beaucoup. Je vous demande une chose, parce que je sais que cet engagement a même impliqué votre vie de manière totalement, jusqu'à accueillir une enfant. Et je voudrais
vous demandez pourquoi, qu'est-ce que vous êtes en train de découvrir en ayant fait ce geste. Depuis beaucoup d'années, j'ai travaillé aussi avec les enfants de l'orphelinat et je suis devenu ami en particulier avec ce groupe d'enfants qui ont grandi avec nous. Il y a 7 ans, l'une de ces enfants qui, dans l'attente, était devenue mère, est venue à la maison chez moi avec son enfant et elles avaient été avec moi pendant 7 mois. Ensuite, la mère est partie et la petite fille de 3 mois est restée avec moi parce qu'elle a, entre guillemets, abandonné et on a fait tout ce qui était possible pour que cette fille reste avec moi. Et le 4 janvier 2018, on a été invité à une audience du pape François pour nous poser quelques questions. Et cette rencontre a été une expérience extraordinaire et spéciale pour nous. Et le pape, ces garçons, ce groupe de jeunes, a posé 5 questions. Et le pape a essayé de répondre à toutes les questions. Mais en particulier, il y a eu une question, la question faite par ma fille, mon enfant. Et elle a demandé si c'était juste de donner cette fille à une autre personne plutôt qu'à sa mère. Et le père le père saint a répondu que dans certaines situations, il est bien de placer l'enfant dans une famille d'accueil, mais il est important qu'il y ait des soins, du respect et de l'amour. Voilà, c'est une provocation tous les jours pour moi parce que ça me rappelle qu'est-ce que ça veut dire être à côté de cette fille. Et puis, il y avait une fille qui s'appelait Rosa, qui en ce moment était en train d'attendre un autre enfant. Rosa était une autre fille qui n'était pas capable de grandir son propre enfant. Mais après les paroles du pape, quelque chose avait changé. Donc j'ai appelé Rosa le jour de notre rencontre et je lui ai demandé qu'est-ce qu'on fait, Rosa? Tu attends ton deuxième enfant maintenant. Qu'est-ce qu'on fait face à cette chose? Qui peut nous aider sur cette chose? On choisit une famille? Rosa m'a regardé avec une forte douleur infinie parce qu'elle a abandonné sa première enfant. Simona, si on m'enlève ce deuxième enfant, je brûle l'hôpital. Cela m'a fait une tendresse infinie parce que cela m'a fait comprendre qu'elle était une personne abandonnée, sans famille, une personne très simple. Et de l'autre côté, cela m'a vraiment touché. On ne peut pas rester indifférent face à ces cris. Donc on a cherché des réalités qui pouvaient accueillir Rosa avec son enfant. Je veux faire une synthèse de ça parce que ça a été un travail très long, mais on est arrivé à Timișoara, une ville de la Roumanie qui est vraiment de l'autre côté de Bucarest, vraiment très loin d'où là on est, à 10 heures de voiture. Et elle vit maintenant aussi avec Adriana, une autre fille de Communion et Libération, une chère amie, qui vivait avec 2 garçons sortis de l'orphelinat. Et j'ai demandé à Adriana si elle était disponible à accueillir Rosa avec son enfant. Et Adriana répondit oui. Rosa vit là-bas depuis 3 ans, presque 3 ans, parce que en octobre, son enfant va faire 3 ans avec nous à Bucarest, parce que c'est nous les amis historiques de Rosa et son enfant. Et c'est une très belle histoire parce que Rosa et son enfant vont très bien et elle nous a appris vraiment une très belle chose. Elle nous a appris que ce grand désir qu'elle avait, le désir qui a été accueilli. Et maintenant, on peut dire qu'elle travaille aussi dans cette maison. Elle aide dans la production du fromage, dans une fromagerie. Et donc, elle travaille là-bas aussi. Et une chose qui me touche beaucoup, c'est qu'elle nous a pardonné. Il n'y a rien d'enlevé à la douleur qu'elle a eue pour avoir dû abandonner son premier enfant. Mais la joie qu'elle a dans ses yeux quand elle voit son deuxième enfant nous fait comprendre qu'elle nous a pardonné sur cela. Je vous raconte ma deuxième expérience qui m'a touché beaucoup dans cette dernière période, qui est l'histoire de Roméo, qui est une histoire
très difficile à raconter aussi pour moi, parce que c'est l'une de ces histoires que si on connaît une histoire de ce type, est-ce qu'il y a de l'espoir pour un garçon de ce type? Roméo est un garçon qui maintenant est un paradis. Et je l'ai connu quand il a fait ses 18 ans. Il a été abandonné. Il a vécu toute sa vie dans un orphelinat, loin de Bucarest. Et à 18 ans, il est sorti de cet orphelinat. Et il a commencé à fréquenter des mauvaises personnes, comme ça arrive souvent. Des personnes de cet âge sont des personnes chères. Et donc, on a été contacté par un ONG pas loin de Bucarest qui nous a demandé d'aider ce garçon. Mon association et moi, on l'a aidé, on a essayé de l'accueillir, on lui a donné un travail. Et le mouvement du pape lui a donné de l'accueil dans une maison à Bucarest. Roméo est resté 3 ans avec nous. Il a travaillé, mais à un certain point, il s'est aggravé à cause d'une maladie. Il a eu des crises psychiatriques et des problèmes physiques très forts, très graves. Donc, ça a commencé à devenir dangereux pour nous et pour ceux qui étaient autour de lui. Donc, il a commencé à faire des allers-retours des cliniques psychiatriques jusqu'à quand il est revenu dans son pays d'origine et il a vécu avec Younous, avec son ami que vous voyez en photo, dans un container. On est allé lui rendre visite, donc Père Federico et moi, un cher ami à moi. On lui a fait une surprise le jour de son anniversaire et c'est la dernière fois qu'on l'a vu parce que Roméo est tombé malade de coronavirus et il est mort. J'ai eu vraiment un grand espoir avec l'histoire de Roméo parce que on n'a rien résolu, parce que on n'a pas pu lui donner une habitation. Donc il a vécu dans un container qui était vraiment dégradant. On n'a pas résolu sa maladie, mais quand on est parti, on l'a serré dans nos bras. En particulier, Père Federico l'a pris dans ses bras. Je ne vais jamais oublier ses yeux au moment de cette étreinte. Ses yeux sont les yeux d'un homme qui a été aimé. Un homme qui, en ce moment, était certain de quelque chose. Et il était serein. Une chose impressionnante, c'est que le lendemain, il m'a dit quelque chose à l'appareil et il m'a dit: Simona, je suis allé aux services sociaux et je leur ai demandé une maison un peu plus confortable en leur disant que vous étiez mes amis et en leur disant j'ai de la valeur. Et donc, si vous ne me donnez pas une maison, quelque chose de plus convenable et moins désagréable, je vais faire quelque chose pour protester, pour manifester. Ses yeux étaient vraiment sûrs. Il était certain qu'il était aimé. Et cette étreinte que vous voyez en photo, ce n'était pas juste une étreinte entre Père Federico et Roméo, mais c'était surtout l'étreinte de Roméo au Père Federico. Pauvre comme il l'était, pauvre comme je le suis. Et je conclus avec une chose que le pape François a rappelée durant la journée des pauvres, une phrase de Don Pino Mazzolari qui disait: je n'ai jamais compté les pauvres parce qu'on ne peut pas compter les pauvres. Les pauvres se prennent dans les bras, ne se comptent pas. Merci beaucoup. Onorevole Gadda, dopo aver sentito tutto. Maria Chiara Gadda, je suis reconnaissante de vous demander votre expérience. Pour le peuple du meeting, vous n'êtes peut-être pas connu, mais vous êtes député pour la loi anti-gâchis. C'est vraiment bien autre chose que quelque chose de petit parce que c'est vraiment le récupérer la dignité, la valeur de la personne. Parce que cela me touche parce que votre engagement
va vraiment dans des domaines vraiment de tout type, de l'agroalimentaire, du social, au social. Et je voulais vous demander qu'est-ce qui cela vous fait bouger et qu'est-ce que ça a voulu dire pour vous la participation avec toutes ces associations. Je vous remercie pour cette opportunité. Et ce soir, ce n'est pas ma première fois au meeting. J'ai déjà eu d'autres occasions de parler de cette loi, la loi sur le gâchis alimentaire, mais jamais durant ces années, on m'a demandé qu'est-ce que ça a été cette loi pour moi, comment cette loi m'a changé la façon de voir les choses. Je veux vous raconter mon histoire personnelle. Ce soir, comme ces années, cette loi a été votée en 2016. Elle s'est enrichie durant ces années sur beaucoup de thèmes. Pour moi, cette loi a beaucoup d'images, beaucoup d'exemples. Ce soir, on a écouté des histoires. Et ces histoires, toutes les histoires qu'on a entendues ces années, ont changé ma perception sur les choses, ma façon de voir les choses. Carrément, le sens, même la façon à mes paroles, parce que je pense aujourd'hui encore plus de force que les lois ont une âme qui est dans le comment on écrit les lois. Si les lois naissent de ce qu'il arrive dans la société, parce que je le dis avec plus de conscience après ces mois de pandémie, les choses arrivent comme une fleuve, parce que on peut dire que le changement parfois arrive avant dans une société que dans les normatives, dans les règles, dans les lois. Et cette loi sur les gâchis alimentaires a eu un sens différent pour moi aux paroles, parce que beaucoup de fois on a parlé de ce thème durant ces années, mettant le centre sur les choses, sur ne pas gaspiller, sur donner une acception négative sur ce thème, alors que cette loi a changé mon opinion, parce qu'à travers l'histoire, à travers la manière dans laquelle les personnes répondent aux besoins sociaux, les paroles les plus importantes sont autres que ça, sont l'excès, le redonner la valeur aux choses à travers la dignité sociale. Et c'est différent pour moi, même entre don et offrir, parce que le don est un échange de biens sans attendre quelque chose d'autre. Alors que si on donne quelque chose à quelqu'un, ça veut dire il doit y avoir une relation entre les deux personnes. Donc, c'est prendre soin de l'autre personne en lui donnant quelque chose. Non pas lui offrant, lui faisant un don, en lui donnant quelque chose. Cette différence. Donc, peut-être en le regardant aussi avec de la valeur, des opportunités. Vous avez cité une loi, mais imaginez une autre loi, la loi sur la culture agroalimentaire. Et cette loi donne un sens sur comment un acte puisse avoir de la valeur. Donner de la nourriture à un animal, nourrir une plante peut être faite par n'importe qui. Même ces personnes qui pourraient ne pas avoir une possibilité dans la vie. Mais cet acte individuel, se prendre soin d'une plante, d'un animal, c'est vraiment la manière dans laquelle on peut donner de la valeur sociale à nous-mêmes et aux autres. Et dans ces années, j'ai changé les perspectives sur ce qui est le troisième secteur, qui n'est pas seulement des réponses et des besoins. Le troisième secteur est aussi une économie sociale. À mon avis, c'est un synonyme, troisième secteur, économie sociale. Et il est lié au comment la réponse aux besoins sociaux peut coïncider non seulement à cet acte individuel, mais aussi à la valeur économique de notre société. L'expérience de ce soir, à partir de celle de Père Boyle, l'ont dit de manière importante. À travers la récupération des choses, on peut récupérer la valeur des personnes et on peut générer la valeur même à l'intérieur de la société à travers un modèle d'organisation différent. Le don, la récupération des excès
assigne aux choses des valeurs différentes. On ne donne pas des déchets de la société, mais des produits, des valeurs sociales qui, à travers la donation, trouvent une nouvelle valeur. Et la même chose peut valoir pour les personnes. Et à cela correspond aussi la différente manière dans laquelle notre pays répond aux besoins sociaux. On souligne la richesse de la société, même simplement par rapport à la récupération des excès. Est-ce que vous êtes déjà posé la question sur l'existence de la collecte alimentaire, par exemple? C'est une forme d'aide, clairement. Je ne sais pas dire quelle forme d'aide est meilleure de l'autre. C'est une question stupide parce que chaque aide sociale aide de manière différente. Donc, on a besoin que quelqu'un se prenne soin de lui, par exemple avec la collecte alimentaire. Donc, à travers ces parcours qui sont nés pour générer de la nouvelle valeur, on a aussi la récupération des biens. Par exemple, un enseignant un nouveau travail, un enseignant a retrouvé à travers cette action qu'on fait durant le travail une valeur partagée. Et même en cela, je crois être cohérent, même le titre du meeting de cette année, parce que j'y ai réfléchi beaucoup pendant ces années par rapport au sens de nous et du jeu. Parce qu'à un certain moment, je ne savais pas choisir quelle était la prioritaire entre le jeu et le nous. À travers les histoires que j'ai rencontrées pendant ces années, je peux dire que le jeu a redécouvert une nouvelle et grande valeur. On ne doit pas avoir peur du jeu parce que le jeu, c'est celui qui nous charge le plus dans le sens des responsabilités dans la communauté. La loi anti-gâchis est une loi volontaire, pas obligatoire. C'est une loi où chacun, les entreprises, les troisième secteurs et les individus, décident de faire leur partie, décide de se mettre dans une voie d'économie circulaire de durabilité. Et la même chose vaut même pour les autres lois, les autres histoires qu'on a rencontrées ce soir. C'est le jeu qui est chargé des responsabilités et qui a aussi le jeu qu'on lie dans une communauté. Parce que la valeur du jeu se trouve dans une communauté. Donc pour moi, cette loi a été ce que je viens de dire, et entre autres, cette loi a changé un peu ma perception de ce qui peut être la perspective du troisième secteur. Le troisième secteur, c'est sûrement le bénévolat. Le fait de consacrer son propre temps aux autres, mais ça peut être aussi une véritable économie, une économie réelle qui peut générer et produire de la richesse à travers un modèle d'organisation différent, un modèle d'organisation qui peut investir l'utile dans les activités d'intérêt général, qui peut investir l'utile dans la formation des personnes, dans l'inclusion sociale, dans la régénération. Je crois que dans cette période historique, après la pandémie, on a eu le temps pour réfléchir sur les fragilités de chacun d'entre nous. Et je crois qu'il y a une limite vraiment subtile entre ceux qui donnent leur temps en faisant du bénévolat et donc en donnant du temps dans les différentes réalités du troisième secteur et entre ceux qui donnent leur fragilité. Parce que les exemples de ce soir, les personnes, les images qu'on a vues, sont vraiment poussent nous tous, chacun dans son rôle, qui dans le troisième secteur, qui fait de la politique, qui essaye de vraiment raconter son propre histoire. Et je crois que de ce point de vue, on peut grandir ensemble en tant que communauté. Grazie. No, credo sia molto. Je crois que c'est vraiment intéressant de voir comment souvent on se demande comment la politique peut servir à favoriser ces réalités. Mais voir qui, comme vous, de ces réalités prend ce regard, cela me touche beaucoup. Je vous remercie et je remercie tous nos invités. Surtout
pour ceux qui, la députée disait maintenant, c'est vraiment un don qu'on reçoit d'une question qui s'ouvre vraiment sur ce dont on a besoin, de quoi nous avons besoin. Cela se découvre en s'impliquant et non pas de manière abstraite. Donc, je veux vous remercier beaucoup pour tous ceux qui nous ont suivis à distance. Et je vous rappelle que le meeting aussi vit des gratuités. Donc, afin de continuer à se rencontrer, il y a la possibilité pour chacun d'entre nous de faire un don, de faire une donation. Des points, des kiosques précis où il y a un cœur rouge dans des points Donaora aux bénévoles avec les t-shirts rouges. Merci beaucoup et bonne soirée.